Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante au micro Georges Quenon. Nous sommes très heureux de vous rejoindre pour cette nouvelle émission sur la personnalité et l'œuvre du docteur Denis Mukwege, récent prix Nobel de la paix. La semaine dernière, nous avions évoqué son combat pour redonner aux femmes violentées sexuellement leur dignité, combat si bien raconté à travers le film « L'homme qui répare les femmes ». Aujourd'hui, avec notre collaborateur Fabien Ruel, nous continuons l'interview du docteur Mukwege. Nous le retrouvons dans son hôpital de Pensi, au sud Kivu. Nous évoquons avec lui la médecine intégrale, indispensable pour mettre l'être humain debout. Cette médecine se construit autour de 4 piliers. Le premier pilier, médico-chirurgical. Le deuxième pilier est la prise en charge psychologique. Le troisième pilier, la dimension socio-économique qui vise la réinsertion sociale. Et enfin, le quatrième pilier, le côté légal. Il faut que les abuseurs soient arrêtés et traduits en justice. C'est un privilège que de pouvoir parler aujourd'hui de l'œuvre du docteur Denis Mukwege, le médecin directeur, le fondateur de l'hôpital de Pensi, un hôpital qui se trouve en République démocratique du Congo et plus précisément au sud Kivu, un hôpital qui a démarré aussi avec l'aide de la mission pentecôtiste suédoise. Que de chemins parcourus avec cet hôpital en faveur des femmes qui ont été ou sont toujours victimes de violences sexuelles. Docteur, où en sommes-nous aujourd'hui? Quand nous avions commencé cet hôpital en 1999, notre objectif était de soutenir, en fait, de prévenir la mortalité maternelle qui reste très élevée dans la région. Et malheureusement, en fait, lorsque nous commençons cette prise en charge, la première victime que nous avions soignée, ce n'était pas une femme qui était venue accoucher, mais c'est une femme qui avait été violée et blessée après avoir été violée. Et donc, elle avait tout son appareil génital déchiqueté, elle avait les fémurs fracturés. Et donc, on l'a prise en charge. Et malheureusement, on a vu le nombre de victimes augmenter le jour. Et donc, nous, ce que nous avions fait une prise en charge. Mais aujourd'hui, l'hôpital s'est développé. On ne prend pas seulement en charge les femmes qui viennent accoucher pour qu'elles aient une césarienne safe ou dans de bonnes conditions. Mais nous avons une clinique qui prend en charge les victimes de violences sexuelles. Mais également, l'hôpital prend en charge tout le problème de soins de santé primaire. Aujourd'hui, l'hôpital est devenu même un hôpital de formation, donc un hôpital universitaire, puisque nous faisons la formation pour les étudiants de l'université évangélique en Afrique. Et donc je crois qu'il y a une évolution de cet hôpital et je crois que nous sommes très très contents de voir l'évolution de l'hôpital, mais nous souhaiterions qu'au moins une branche de l'hôpital disparaisse, c'est la branche de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Puisque nous pensons qu'avec une lutte contre l'impunité, une sensibilisation de la population, nous pouvons nous concentrer à l'essentiel. Et pour nous, l'essentiel, c'est lutter contre la mortalité maternelle et pas vraiment continuer à traiter de victimes de violences sexuelles qui sont en fait des victimes de la barbarie humaine. Et là, je crois qu'avec une bonne éducation, une bonne justice, nous pensons que cette branche de notre prise en charge peut disparaître. On vous sent en tout cas déterminé. Quelle est la suite, docteur, pour votre hôpital? Quels sont les projets de développement? Je crois que notre idée, c'est d'avoir une structure ici à Bukavu qui permet de répondre aux demandes de la population en ce qui concerne les soins. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous fait mal, c'est de voir que ceux qui ont des moyens, ils peuvent aller se faire soigner en Belgique, ils peuvent aller se faire soigner en Afrique du Sud ou en Inde, et ceux qui n'ont pas de moyens, en fait, ils meurent là, puisque tout simplement, ils n'ont pas le moyen d'aller se faire soigner en dehors du pays. Et je crois que cet hôpital, moi, mon ambition serait d'en faire un hôpital qui peut répondre aux besoins que pose la population de Bukavu et des environs. On connaît votre cœur de médecin, votre cœur de berger. Très vite, la situation a changé de ton.
vous avez dû agir très rapidement. Au départ, on prenait en charge les victimes de violences sexuelles seulement sur le plan médical. Mais assez rapidement, on s'était rendu compte que le plan médical ne suffisait pas puisque ce sont de patientes qui avaient finalement non seulement une atteinte physique, mais elles avaient également un trauma profond. Et donc, nous, assez rapidement, on a commencé à former des équipes d'assistantes sociales, mais aussi des psychologues pour qu'ils puissent faire face à ces traumatismes psychologiques que les patientes présentaient. Mais ça va constituer donc le deuxième pilier de notre prise en charge. Mais avec le temps, nous nous sommes rendus compte que quand les victimes se portaient bien physiquement et que sur le plan psychologique, elles étaient capables d'affronter la vie ou la société, mais le grand problème, c'est qu'il fallait les accompagner pour une réinsertion socio-économique. Et là, nous avions créé une équipe qui les accompagne sur le plan économique, donc spécialement en leur donnant un nouveau profil professionnel lorsqu'elles n'avaient pas une profession spécialement en ville, lorsqu'elles viennent des villages qui ont été ravagés, des villages qui ont été brûlés, où en fait tous les parents ont été assassinés et que les femmes n'avaient pas un point de chute dans leur village. Il était important de pouvoir les aider à reprendre leur vie dans un autre milieu. Et ça, donc, ça supposait d'avoir un soutien, non seulement avoir un profil, mais avoir aussi un soutien sur le plan économique. Mais cette prise en charge économique ne se limite pas tout simplement à donner un nouveau profil professionnel, mais également pour les jeunes ou les enfants. Notre priorité, c'était de les remettre à l'école pour qu'elles aient une scolarisation, parfois la scolarisation des adultes, donc une scolarisation accélérée, ou tout simplement une scolarisation formelle, et donc qui leur permettent en fait de reprendre l'école, les chemins de l'école ou des études. Et nous avons même certaines femmes qui sont prises en charge au niveau universitaire. Et donc avec cette activité socio-économique, on s'est rendu rapidement compte que les femmes, elles étaient capables non seulement de se prendre en charge, mais également de mener des activités parfois qui leur permettaient de prendre en charge toute leur famille et donc ou se réinsérer dans la société correctement. Mais quand les femmes se portaient bien physiquement, psychologiquement, elles étaient suffisamment fortes pour affronter la société, qui économiquement, elles étaient capables de payer leur loyer, ou alors payer leur loyer, ou avoir tout simplement une activité économique normale. Donc elles avaient des revenus qui leur permettaient de vivre de façon autonome. On s'est rendu compte que c'est à ces moments-là que les femmes revenaient à nous. Et justement, lorsqu'elles reviennent vers vous, elles vous font des déclarations qui sont assez surprenantes. Écoutez, je sais celui qui est responsable de ce qui m'est arrivé. La personne qui m'a violé, je continue à voir cette personne qui circule librement. Et donc les femmes revenaient à nous pour demander qu'on les accompagne sur le plan légal. Et là, donc, nous avions créé la clinique juridique qui non seulement a des activités d'assistance juridique, mais également des activités d'assistance judiciaire. Donc, elles font, dans cette clinique, on donne une formation sur le droit de la femme et donc comment la femme peut défendre ses droits, mais également lorsqu'elle a besoin d'être accompagnée devant les cours et tribunaux, nous avons des avocats qui peuvent les accompagner. Et donc, ces 4 piliers, donc le pilier médico-chirurgical, le pilier psychologique, le pilier socio-économique et le pilier légal, nous a semblé aujourd'hui en fait 4 piliers qui fonctionnent pour pouvoir aider les femmes à se réinsérer dans la société après avoir subi des traumas profonds
d'origine de viol et violences sexuelles. Au-delà de ça, docteur, il y a aussi des choses terribles qui circulent. J'ai eu l'occasion d'interviewer une maman qui me confiait que son bébé a été violé par le tonton parce qu'on lui a dit si tu ramènes le sang d'un bébé, tu seras riche. Des histoires qui sortent de nulle part. Vous expliquez ça comment ? En fait, vous avez très bien dit, ces histoires sortent de nulle part. Et moi, je me dis, en fait, ce sont des histoires qu'on essaye, en fait, de donner aux gens qui, peut-être aussi, dans la naïveté, ils acceptent. Mais qu'est-ce qui est derrière toutes ces histoires ? Est-ce que derrière toutes ces histoires, il n'y a pas une volonté de détruire une société ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, en fait, de détruire le tissu social des sociétés ou des communautés ici en République démocratique du Congo? Je n'arrive pas à comprendre qu'un adulte puisse penser que le fait de donner à un sorcier du sang d'un bébé, ça puisse le protéger. C'est complètement des histoires folles qui viennent de nulle part. Et moi, je pense qu'il faut absolument faire une sensibilisation. Non seulement une sensibilisation pour montrer aux gens à quel point ces histoires sont tout à fait folles et sans fondement, mais également, nous devons absolument faire en sorte que la justice puisse s'occuper de ces cas et que les gens comprennent que lorsque vous commettez des actes comme ça, ce sont des actes criminels et vous devez répondre de ces actes devant la justice. Et notre loi, c'est une loi qui est une très très bonne loi par rapport à toutes ces choses-là, mais c'est sa mise en œuvre qui pose problème. L'effet de l'impunité fait que ces viols d'enfants, ces viols sont apparus dans notre prise en charge. Il y a 3 ans que nous avions vu ces phénomènes arriver doucement, mais aujourd'hui, ça devient un gros problème pour l'hôpital. Et je dois dire que lorsque les enfants sont violés, j'ai constaté que ça traumatise non seulement la famille, mais ça traumatise également le personnel de l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose que vraiment nous essayons d'appeler, de faire un appel pour que ces histoires-là cessent, puisque je crois que le personnel de l'hôpital, être en face aux enfants, aux bébés violés, j'imagine très bien que beaucoup de personnes voient ces enfants comme leurs propres enfants, leurs petits-enfants, et donc le choc est tellement profond que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mon staff qui n'arrivent pas à supporter ça. Et on voit très bien que beaucoup parmi nos staffs qui font la prise en charge de ces bébés, petit à petit, eux-mêmes sont en train d'être traumatisés profondément et que nous avons besoin de les prendre eux-mêmes en charge. Docteur, votre vie est bien remplie, vous êtes pasteur, vous gérez l'hôpital, vous êtes présent sur le terrain. Quel est votre rêve aujourd'hui ? Mais je crois que mon rêve aujourd'hui, c'est le rêve aussi des femmes que je soigne, c'est qu'on puisse les laisser vivre en paix. Moi, ça me fait beaucoup de la peine de voir des femmes que nous soignons ici qui ont fait 10 ans en train d'être déplacées. Elles sont des déplacés internes pendant 10 ans et n'ont jamais pu travailler, cultiver, éduquer leurs enfants correctement à cause de l'insécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est de voir cette partie du monde vivre en paix. Et je crois que la seule demande que nous avons aujourd'hui, nous voulons la paix. Et je réclame cette paix avec toutes les victimes de violences sexuelles que nous prenons en charge ici à l'hôpital. Et bien évidemment, cette paix, nous vous la souhaitons. Docteur, merci pour votre travail, merci pour votre cœur de berger aussi. Et si vous désirez aller plus loin avec l'association du docteur Denis Mukwege, rendez-vous sur le site fondationpanzi-rdc.org. Vous pouvez réentendre l'interview de ce soir avec le docteur Denis Mukwege sur Ovio et sur notre site www.aprt.be. Pour en savoir plus sur l'œuvre du docteur, je vous rappelle l'adresse de son site www.panzi-rdc.org. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée sur la première. À samedi prochain.